Et si on dialoguait sport? Et si on dialoguait sport? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduit avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième émission de Et si on dialoguait sport. Nous sommes très heureux avec Laurent Garnier et Audrey Vidotto de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semperconnect, LG Consultant, l'agence de communication Bellombra et Magazine Sport Région Occitanie qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Cette émission spéciale est rendue possible grâce au soutien des partenaires de cette journée, Rempart Mutuel, Opsoon Médical, ainsi que l'ONG Les Baroudeurs de l'Espoir qui joue un rôle essentiel dans la réussite de cet événement. Et pour cette émission spéciale, nous avons le plaisir d'accueillir un ensemble d'intervenants experts et passionnés, dont André Lafenêtre, directeur de publication du magazine Sport Région Occitanie, et Bruno Hamet, qui est gérant de l'agence Bellombra Communication. Tous deux sont co-organisateurs de Dialogue Sport. Ils seront rejoints par Diane Atakli, délégué général de l'ONG Baroudeurs de l'Espoir, Charles Nieto, président de la Ligue Sport Adapté Occitanie, Laurent Porte, qui est directeur du Toulouse Aviron Sport Loisirs et du CVIFS. Il nous expliquera ce que ça veut dire. Nelson Fonfort, journaliste et commentateur sportif qu'on ne présente plus. Hilary Kapcha, qui est athlète de haut niveau en saut en longueur et la marraine de l'événement Dialogue Sport. Antoine Lebellec, directeur adjoint du Creps Montpellier, Font-Romeu, et responsable du Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu. Il y a aussi Richard Maillet, qui est notre président du Cross Occitanie. Philippe Terral, sociologue des sciences et techniques des corps efficients et pathologiques, dirigeant du CRESCO. Jonathan Hiverna, notre capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. David Bossian, président de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée, haltérophilie et musculation. Et pour finir, Sébastien Nadeau, professeur d'éducation physique et sportive, docteur en sciences humaines et spécialiste de l'histoire du sport. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Il s'agit de la deuxième édition de Dialogue Sport, un événement incontournable pour les professionnels du sport en Occitanie, co-organisé par André Lafenêtre et Bruno Hamet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en plein centre de Toulouse, à quelques pas du Palais des Sports, dans l'amphithéâtre du Mercure Compense. Ce colloque ambitieux se veut un point de rencontre essentiel pour échanger sur les grandes thématiques sportives de la région, une véritable scène à ciel ouvert aux paysages variés, entre montagne, plaine et littoral. Cette deuxième édition de Dialogue Sport va se distinguer par son évolution. On passe d'un format d'une journée complète au programme, des débats animés, des ateliers spécialisés et la création d'un support de communication de qualité qui permettra de prolonger les réflexions et échanges issus de cette édition. La thématique olympique, avec un héritage déjà très attendu, occupera une place centrale dans les discussions, accompagnée de sujets d'actualité tout aussi cruciaux, tels que l'inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir, ainsi que sportif, économique, territorial, quel bilan des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Dans cette émission, nous aurons le plaisir d'accueillir des invités qui ont pris part aux deux débats phares de l'après-midi. La première mi-temps est consacrée à la thématique inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir, où des experts et acteurs du terrain ont échangé sur les enjeux d'inclusion et d'impact social à travers le sport, ainsi que les actions concrètes pour favoriser la formation dans ce domaine. Et notre seconde mi-temps, elle est dédiée à la question sportif, économique, territoriale. Quel bilan des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ? Un moment d'analyse et de réflexion sur l'héritage des Jeux et leurs retombées à l'échelle économique, territoriale et sportive. Nos invités reviendront sur ces discussions passionnantes, apportant leur éclairage et perspectives sur ces sujets essentiels. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette deuxième émission spéciale Dialogue Sport, place à l'avant-match avec quelques mots des deux co-organisateurs André Lafenêtre et Bruno Hamet. Et si on parlait de sport avant-match? Alors avant de nous plonger pleinement dans le programme de cet après-midi consacré à Dialogue Sport, nous avons le plaisir à nouveau de donner la parole aux deux co-organisateurs de cet événement, André Lafenêtre, directeur de publication du magazine Sport Région Occitanie, et Bruno Hamet, gérant de l'agence Bellombra Communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et voilà, donc sur le thème inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir, quelles sont selon vous les principales actions à mettre en place pour rendre le sport plus inclusif et accessible à tous, notamment dans les territoires les plus éloignés avec les fameux intervenants que nous allons avoir. Sur l'inclusion, d'abord, on a essayé de balayer sur plusieurs thématiques, l'inclusion sociale, l'inclusion de l'handicap. C'était les deux grandes thématiques qu'on avait souhaité présenter aux spectateurs aujourd'hui. Sur ces thématiques-là, elles étaient extrêmement riches parce qu'on est allé chercher des acteurs de l'inclusion qui sont
dans l'efficacité depuis très longtemps, voilà, qui se développe aujourd'hui parce que malheureusement ça le nécessite. C'est souvent d'ailleurs au travers d'associations, voilà, qui sont pas politiques. Voilà, et je pense qu'il faut aider ce type d'associations-là qui vont avoir elles aussi moins de subventions que ce qu'elles pouvaient avoir ces dernières années. Donc il va falloir effectivement les aider pour poursuivre leur travail qui est vraiment dans l'efficacité. Voilà, vous allez les recevoir, j'imagine, après dans l'émission. Vous verrez qu'effectivement, ils parlent d'inclusion, mais ils ne font pas qu'en parler. Voilà, c'est l'expression que l'on donne aujourd'hui, quoi. Et ensuite, concernant l'impact social du sport, comment pensez-vous que le sport puisse être un vecteur de transformation sociale et quels exemples concrets pourraient illustrer cet impact dans la région ? C'est pas moi qui vais le dire, hein. Ce sont les acteurs qui vont venir. Je suis sûr qu'effectivement, on va mettre en exergue toutes les valeurs du sport et dans son aspect sociétal, de solidarité, d'entraide, de dépassement de soi, etc., etc. Je pense qu'effectivement, ils traduiront ça. C'est fort probable et je serais surpris que ça ne soit pas le cas compte tenu des personnes qui sont là et qui œuvrent au quotidien sur cette thématique. Alors vous avez pensé tous les deux une dernière conférence qu'on attend sur ce fameux bilan des Jeux Olympiques. Quels sont les enjeux que vous attendez d'une telle discussion ? On ne va pas tirer un bilan chiffré et précis, je dirais même millimétré. Des JO, c'est pas la volonté de Dialogue Sport et on reçoit des acteurs, des sportifs qui ont participé aux Jeux. On reçoit des dirigeants. L'idée, c'est d'abord de se replonger dans cette formidable aventure, dans ce merveilleux moment qui ont été les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis d'échanger, voilà. On va être plus dans l'envie de parler des Jeux, de continuer un peu ce rêve olympique. C'est qu'un bilan prévisionnel de toute façon. C'est un bilan émotionnel, je dirais. C'est un bilan émotionnel. Ça n'empêchera pas peut-être de se poser quelques questions sur un héritage. Mais après, le bilan, c'est le comité d'organisation qui va le tirer à un moment ou à un autre. C'est pas Dialogue Sport, c'est pas à nous. Mais on va, à travers ce débat, on va revivre un peu les JO et puis voilà, on va réfléchir, on va essayer d'échanger des anecdotes avec nos invités, puisqu'on a de très bons invités, et puis surtout réfléchir à ce que sera le sport après 2024. Et enfin, sur l'avenir des Jeux Olympiques et Paralympiques après Paris 2024, quelles perspectives ou recommandations aimeriez-vous voir émerger de cette table ronde pour que les événements sportifs de cette envergure soient encore plus bénéfiques à l'échelle locale et nationale ? Je trouve que ces Jeux ont rapproché le public des sportifs. Alors nous particulièrement peut-être en France, mais je pense que ça a été général. J'ai pas regardé les télés étrangères, mais je trouve qu'en fait les sportifs se sont rapprochés du public. L'organisation avait créé des moments de rendez-vous entre les sportifs et le public, évidemment après les épreuves souvent, qui je trouve a donné une dimension très humaine en fait à cet événement. Je trouve que ça a été, il y avait beaucoup d'innovation dans ces Jeux. Voilà, bon après ils étaient français, donc effectivement on a tous un peu la cocarde, mais voilà, je trouve que c'était de très beaux Jeux. Merci à tous les deux. On va maintenant entrer dans la première mi-temps de notre émission avec un thème d'actualité brûlante. L'inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir, avec nos invités dans quelques instants. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on dialoguait sport. Pour débuter cette première mi-temps, nous abordons un thème essentiel, inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir. Ce sujet explore comment le sport peut être un levier d'inclusion sociale en réduisant les inégalités, en favorisant la diversité et en créant des opportunités de formation et d'intégration. Nous discuterons des initiatives concrètes pour rendre le sport accessible à tous, quel que soit le milieu social, et de l'impact positif qu'il peut avoir sur la société. L'objectif est de réfléchir aux actions à entreprendre pour faire du sport un véritable vecteur de transformation sociale. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir des invités engagés dans cette démarche. Diane Antacli, Charles Nieto, Laurent Porte. Et justement, pour lancer du coup notre discussion sur inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir, nous avons le plaisir de recevoir Diane Antacli, déléguée générale de l'ONG Baroudeurs de l'Espoir, une organisation humanitaire qui œuvre depuis 10 ans pour soutenir les populations civiles affectées par la guerre au Proche-Orient. Diane, vous êtes également cofondatrice de l'ONG et vous avez initié le projet
Hope and Sport, un programme innovant qui utilise le sport comme outil thérapeutique pour aider les enfants touchés par les conflits à surmonter leur traumatisme. Bonjour Diane et merci. Merci à vous. Alors pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours et des motivations qui vous ont poussé à cofonder l'ONG Baroudeurs de l'Espoir et à vous engager dans des actions humanitaires au Proche-Orient? Oui, alors l'ONG, elle a démarré avec une équipe d'abord, 4 cofondateurs en 2014, avec l'envie, par rapport à ce qui se passait particulièrement en Syrie, de quitter son costume de spectateur et d'agir. Donc c'est vraiment une aventure collective dès le départ. Et ensuite, au fur et à mesure, au vu de la situation au Proche-Orient, une envie d'aller plus loin et de construire des programmes utiles. Parce que quand on commence en 2014, on arrive dans des pays qui sont en guerre, on voit que tout est dévasté et on ne sait pas par quelle boule prendre. Et c'est au fur et à mesure, avec notre présence sur le terrain, avec nos allers-retours, qu'on réfléchit et qu'on se dit... il y a évidemment quelque chose à faire d'abord pour les enfants victimes de conflits. Il y a le sujet de l'éducation et c'est un petit peu après que va venir le sujet du sport. Alors, vous avez justement développé le projet Hope and Sport qui utilise donc du coup le sport comme outil thérapeutique pour aider les enfants affectés par la guerre. Quels sont les principaux résultats que vous avez observés chez ces enfants grâce à ce projet? Alors, déjà, il faut rappeler le contexte. On intervient en Syrie et au Liban. Au Liban, on sait de par l'actualité aujourd'hui ce qui est en train de vivre ce pays et il faut avoir à l'esprit qu'on travaille avec des enfants, des populations qui ont été multi-traumatisées et donc et dans des pays complètement dévastés, c'est-à-dire d'un point de vue économique, d'un point de vue social, avec des personnes qui sont dans des situations véritablement de survie. Et donc, dans cette situation-là, il y a déjà un constat, c'est que vous avez des millions de personnes en attente d'une aide humanitaire et que l'éducation, et je ne parle même pas du sport, c'est quelque chose qui est relégué au second plan. Et on a compris dès le départ, je pense, que c'était quelque chose qu'il fallait refaire passer de façon prioritaire au premier plan. Parce que quand vous avez des enfants qui vivent dans les conditions dans lesquelles ils vivent, ils ont besoin d'espace de respiration. Ils ont besoin... Au-delà, j'allais dire même, évidemment, il y a la partie santé physique, mais il y a la partie santé mentale. Et ça va être peut-être dépensif, mais on sait ce que le sport peut faire au niveau santé mentale et au niveau reconstruction émotionnelle. Le programme Open Sport, il a démarré avec une maman qui vient me voir. Et on avait fait des séances, le matin même, des séances de session de sport avec son enfant, qui avait 4 ans. Et elle me dit, c'est la première fois que mon enfant, en 4 ans, fait une nuit complète. Et le point de départ, ça a été tout simplement cette phrase. Voilà. Et ensuite, ça a été évidemment une succession de moments où on se rend compte de l'impact positif à tous les niveaux. D'abord parce qu'il y a des moments de cohésion, il y a des moments où vous avez des enfants qui jouent, qui débattent ensemble, parce qu'on a instauré un programme sport en plusieurs parties. Il y a des programmes pour les tout-petits qui s'appellent Graines de Champion. Et puis, on a mis en place un programme qui s'appelle Play and Debate et qui permet, par le biais du sport, de pouvoir aussi échanger avec des enfants et des adolescents sur un certain nombre de thématiques. Et donc, en fonction des situations sur le terrain, lorsqu'il y a eu par exemple un double séisme en Syrie, on a travaillé sur un petit programme sport où on parlait de gestion des émotions, comment mieux dormir, comment arriver à diminuer son stress. Et puis, à d'autres moments, on a travaillé aussi sur la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences, la gestion pacifique des conflits. Et donc, on forme des animateurs socio-sportifs par le biais du sport, vont se servir en fait du sport comme un outil pour arriver à aborder un certain nombre de thématiques avec ses enfants et ses adolescents. Dans le cadre du coup maintenant du débat sur l'inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir, quel levier pensez-vous qu'il est nécessaire d'actionner pour améliorer l'accès au sport pour les populations touchées par des conflits et comment le sport peut-il servir justement d'outil d'inclusion sociale? Alors, quel levier actionner aujourd'hui, le levier, il se fait via les associations, en tout cas au Proche-Orient, via les associations présentes. Parce qu'il y a évidemment plus de possibilités de politique publique concernant cette question-là.
Une fois de plus, je rappelle, c'est important parce qu'on a parfois du mal à s'imaginer, mais je rappelle un contexte où vous avez, je vais prendre l'exemple de la Syrie, 90% du pays qui est détruit. Donc déjà, il faut des infrastructures solides parce que vous avez des enfants qui jouent sur des structures où potentiellement il y a des mines. Voilà, on est dans une situation comme ça. Donc on n'est pas, par exemple... On n'est pas sur une situation comme en France, donc il faut d'abord rendre la pratique du sport, j'allais dire, sécuritaire, ça c'est le premier point. Et ensuite, la question, je pense, de la formation est essentielle. Parce que on a besoin de former des animateurs, de les former avec des outils, et c'est aujourd'hui en tout cas la démarche que nous on entreprend. Écoutez, Diane, merci beaucoup pour votre intervention passionnante et votre engagement envers l'inclusion par le sport. Votre travail et votre engagement est une véritable source d'inspiration et nous sommes très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci. Nous allons maintenant passer à notre prochain invité, Charles Nieto, président de la Ligue de sport adapté en Occitanie. Charles, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à devenir président de la Ligue de sport adapté Occitanie, ainsi que de votre engagement pour les personnes en situation de handicap? Alors d'où vient cette sensibilité? D'une part, j'étais quand même assez sportif. J'étais sportif quand j'étais jeune, après à l'armée, puisque j'étais sapeur-pompier. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un fils qui était en situation de handicap, et donc il m'a permis de m'ouvrir sur le monde de l'handicap. Et donc j'étais bénévole et dirigeant d'une association gestionnaire, et j'ai organisé à cette occasion-là, en 2014, un congrès national où on a mis en œuvre sur la place du Capitole 13 ateliers sportifs. Et donc on avait demandé à la Ligue du sport adapté de venir et de nous aider, etc., avec les différents établissements médico-sociaux qui participaient. Et donc j'ai découvert un monde qui était passionnant, avec des gens qui étaient très investis, impliqués, dynamiques. Et après, je me suis un peu investi. Après j'étais trésorier adjoint, et puis après... à la fin, j'étais président. Voilà. J'ai jamais dit non. Et puis en même temps, je suis dans une association gestionnaire aussi, et j'ai des responsabilités. Et la Ligue de sport adapté Occitanie joue un rôle crucial dans l'organisation et le développement des activités sportives pour les personnes présentant un handicap mental, psychique ou des troubles du spectre de l'autisme. Quels défis rencontrez-vous dans la promotion de ces activités et quelles solutions avez-vous mises en place pour les surmonter? Oui, c'est déjà un monde particulier, c'est-à-dire que c'est un monde d'invisible. C'est un monde l'handicap est invisible, quand on dit maladie mentale, retard mental, etc. Donc c'est vrai que ça ne se voit pas comme d'autres personnes. Toutefois, on a mis en place depuis un certain nombre d'années, 2010-2014, on a collaboré avec l'Agence régionale de santé. Et on a considéré qu'il était nécessaire, après les différentes études, de mettre en place des programmes de développement des activités physiques et sportives dans les établissements médico-sociaux. Et donc, on a mis en place depuis une dizaine d'années, 10 ans, oui, puisqu'on a fait un colloque dernièrement. Et on a mis en place une ingénierie, c'est-à-dire des stages, des rencontres, comment on met un programme dans les établissements médico-sociaux, quelle méthodologie, etc., puisqu'on a des diplômés, tout ce qui est professionnel. Et donc, on a eu 170 actions avec l'ARS depuis 10 ans pour justement mettre en œuvre et sensibiliser les personnes. Donc, on fait aussi des formations pour les établissements, les ESAT, c'est-à-dire Centre d'aide pour le travail, justement sur la nutrition et sur la nécessité d'avoir des activités sportives. Donc c'est quelque chose de passionnant, mais en même temps c'est à long terme. C'est-à-dire que ça se réalise pas du jour au lendemain. Voilà. Et après, il faut des personnes motivées. Alors il y a la Ligue, il y a l'ensemble des comités départementaux des territoires, de tous les territoires, les 13. Et puis après, on a souhaité aussi s'ouvrir vers l'extérieur depuis un certain nombre d'années. On a 10 600 licenciés, on a 232 clubs sportifs et les 2 tiers sont des clubs ordinaires qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a des sportifs qui sont dans le milieu ordinaire. Et donc on accompagne et les sportifs
puisqu'il faut les aider à aller vers les autres, et en même temps, ceux qui les accueillent, comment on le forme et comment on accueille des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap. Voilà. Donc on a des formations avec un organisme de formation qui est au service de tous les clubs. Et vous êtes impliqué dans l'initiative l'Académie des talents qui vise à favoriser l'engagement des personnes en situation de handicap dans la vie associative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette initiative fonctionne et quels en sont les impacts concrets sur la participation des sportifs dans la prise de responsabilité au sein de la fédération ? Alors, quand on a fait le projet sportif fédéral, la dernière Paralympiade, on a marqué à l'encre, je dirais indélébile, comme quoi les sportifs devaient être acteurs de leur fédération ou de la fédération. Et donc l'axe 2 prévoit notamment que tout sportif peut être dirigeant, bénévole, éducateur, etc., etc. Toutes les dispositions. Sur la Ligue du sport adapté d'Occitanie, on va mettre en place, puisqu'après c'est une déclinaison, mais on va mettre en place en 2025 l'académie avec des personnes qui seront au comité directeur de la Ligue, pour justement. L'objectif de cette académie, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap de valoriser l'action qu'ils ont eue et l'action qu'ils ont pour justement démontrer et prouver que quel que soit l'handicap que l'on a, on peut prendre des responsabilités, on peut donner notre avis, on peut assumer des responsabilités, quelles que soient les responsabilités, que ce soit officiel, arbitre, etc. etc. Voilà. Ça, c'est un objectif. Alors, on a mis une organisation, ça fonctionne avec la CNSA, avec la Fédé, avec la Française des Jeux, il y a des partenariats, et qui vont être déclinés pendant 3 ans. Voilà. Et donc, chaque région enclenche un processus qui permet justement d'intégrer dans les régions, mais d'être dans les différentes régions et dans les comités départementaux qui le veulent, etc. Voilà. On va le faire au niveau du territoire. Mais c'est important parce que ça donne véritablement un sens. Le problème, c'est le sens qu'on veut donner aux personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du sport comme tout le monde. C'est-à-dire que pour faire la marche à pied, des fois c'est plus pratique d'aller jouer au golf, et ils ont un sens. Ou avoir une activité avec des animaux, les chiens, voilà, tout ce qui est équitation. Et ça leur donne un sens et ça leur permet aussi d'être dans leur vie normale. Voilà, et c'est important. Donc on adapte chaque fois à l'individu, à une situation, les problématiques qui sont rencontrées. Et l'académie va nous aider dans ce sens, c'est-à-dire mieux comprendre quelles sont les problématiques et comment on va les raisonner au fur et à mesure de l'événement. Un grand merci Charles pour ce partage inspirant et votre engagement en faveur de l'inclusion dans le sport. Eh bien, écoutez, merci à vous de m'avoir accueilli et d'avoir permis d'avoir quelques propos. J'espère qu'ils auront été intéressants. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et à présent, nous donnons la parole à Laurent Porte, qui est directeur du Toulouse Aviron Sport et Loisirs et du SVIF. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors déjà, première question Laurent, avant que tu te présentes, explique-moi ce que c'est que le SVIF, parce que là on pige pas. Alors le CVIF, voilà. Donc c'est un collectif autour de valeurs, d'insertion, de formation et de sport. Voilà, là au moins c'est clair pour nos auditeurs. Alors bien sûr, tu vas nous parler de toi un petit peu, de te présenter, pour qu'on sache avec qui on parle aujourd'hui. Eh bien, écoutez, moi, j'ai commencé à ramer dans un club d'aviron qui s'appelle le Toulouse Aviron Sport et Loisirs, et j'avais 8 ans. Et donc, en fait, j'en étais un rameur pendant de nombreuses années. J'ai eu une période en fait, d'international, et après, je suis devenu en fait le premier salarié, éducateur sportif. Et puis, ce club avait vocation à faire ramer tout public et avait une vocation assez forte au niveau social. C'était un des clubs toulousains avec une vocation assez forte. À ce titre-là, en fait, j'en suis devenu le premier salarié. On a développé tout un volet d'éducation par le sport autour de la mixité sociale dans un premier temps. En 2006, on a développé tout un volet éducatif avec de l'accompagnement scolaire, un volet santé, un volet environnemental. L'éducation par le sport, il y a 20 ans de ça, personne n'en parlait, et puis ça s'est développé petit à petit. Le ministère des Sports est devenu ministère de la politique de la ville, le ministère de la cohésion sociale, etc., etc. Et nous, en fait, les membres fondateurs étaient quand même assez précurseurs sur cet aspect-là. Et moi, j'ai fait que développer et conforter en fait ce volet éducatif et social. Et tout naturellement, en fait, on a vu ses limites, puisque finalement, on avait un axe assez fort avec un club sportif, mais un axe aussi assez fort sur la jeunesse. Et on a développé en 2016 une autre association complémentaire qui s'appelait dans un premier temps le Groupement Nautique Toulousain, et qui est devenu en fait qui avait vocation dans un premier temps à développer des sports complémentaires, l'aviron, le kayak, le paddle sur les lacs toulousains.
c'est devenu après le CEVIF. Pourquoi le CEVIF? Parce qu'on s'est développé sur tous les sports et on s'est développé aussi sur d'autres territoires que celui de la Haute-Garonne et de l'Occitanie. Alors comme tu as plein de choses à dire, je vais quand même te poser une autre question, c'est important, puisque tu mets en avant l'insertion professionnelle des jeunes à travers le sport, à travers ce CEVIF. Quelles sont les actions concrètes pour la mise en place qui accompagnent donc ces 16-29 ans vers l'emploi ou la formation, et quels résultats tu as pu observer jusqu'à présent? Alors nous, la particularité, c'est qu'on va chercher les jeunes dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, on a des éducateurs sportifs, socio-sportifs, qui vont à la rencontre de tout public dans la rue pour discuter avec eux, avec la particularité d'être des éducateurs sportifs. Ce ne sont pas des agents en marketing, c'est des éducateurs sportifs qui vont rencontrer le public pour leur proposer de faire de l'activité sportive, activité physique ou sportive, et ensuite de les accompagner sur de la formation et de l'emploi. Donc on a 2 secteurs d'activité, 2 secteurs de métier dans notre structure. C'est des éducateurs socio-sportifs et après c'est des conseillers d'insertion qui accompagnent le club, qui accompagnent le jeune, en fait, sur de la formation et de l'emploi. On brasse énormément de monde tout au long de l'année, mais on a à peu près un flux de 150 personnes des jeunes, parce qu'on a les jeunes et les moins jeunes, sur nos dispositifs, qu'on accompagne sur de la formation et sur l'emploi, mais pas de la formation et de l'emploi que dans le sport, dans tout secteur d'activité. Et on se sert de l'outil sport comme un outil d'accroche et un outil, en fait, après de remobilisation, puisqu'on se sert des caractéristiques de certains sports pour pouvoir travailler, en fait, ce qu'on entend maintenant de façon assez régulière, les soft skills. D'accord. Alors, en matière de sport santé, le SVIF encourage un mode de vie sain, bien sûr, par la pratique de sport régulière. Comment ces initiatives sont-elles structurées et quel impact constates-tu chez les participants? Alors, le sport santé, c'est une autre thématique, en fait, tout simplement de par le public qu'on rencontre. L'environnement de ce public fait qu'il y a des problématiques sociales au sens plus large et que l'activité sportive et régulière fait partie, en fait, de la construction de ces personnes-là. On est devenu, en fait, une des premières, la deuxième maison sport santé, en fait, de la Haute-Garonne. Maintenant, il y en a une quinzaine, voire une vingtaine. Et donc, on se sert de cet outil sport. On a des gens diplômés sur cette thématique-là, avec finalement pour amener de la qualité, aussi bien sur la mise en place d'activités, mais aussi en fait sur l'hygiène de vie, sur l'hygiène alimentaire, pour pouvoir accompagner notre public en fait à une meilleure hygiène alimentaire au sens plus large, pour pouvoir s'insérer dans la société. Alors, dans l'autre volet de ton activité, c'est-à-dire le Toulouse Aviron Sport et Loisirs, vous avez une gamme d'embarquements assez importante, de l'initiation à la compétition. Comment ces équipements que vous avez permettent d'accompagner les sportifs de tout niveau et quel rôle jouent-ils dans la formation des nouveaux rameurs? Alors, l'objectif, c'est tout le temps, en fait, dans notre structuration, de faire une activité sportive de masse. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accueillir le plus grand nombre sur nos activités. On accueille beaucoup d'établissements scolaires, à peu près 1500 jeunes dans le cadre des établissements scolaires. On accueille peut-être 1500 voire 2000 jeunes dans le cadre des vacances. Et à partir de là, on a un certain nombre de personnes qui viennent pratiquer l'activité au sein de la structure. On est un club avec 350-400 adhérents. Et donc, parmi ces gens-là, on a des gens qui viennent faire une activité physique ponctuelle et des gens qui viennent faire une activité sportive. Et donc, il faut avoir tout matériel pour pouvoir permettre à ces gens de pratiquer dans des conditions agréables, régulières et suivant le niveau de pratique. Donc, on a différents bateaux, effectivement, pour pouvoir pratiquer. Des bateaux, en fait, qui sont des bateaux d'initiation, qui sont des bateaux très stables, jusqu'aux bateaux de compétition, qui a un coût beaucoup plus important, mais pour pouvoir permettre à des jeunes ou à des moins jeunes qui veulent réaliser un projet sportif et avoir une expérience sportive assez forte, de pouvoir se réaliser. Merci beaucoup, Laurent, pour ces explications et ton engagement dans le sport, de la formation à l'inclusion, un travail important au niveau du SVIF, donc je ne me trompe pas, du CEVIF et ce fameux club de Toulouse Aviron Sport. Ça illustre parfaitement l'impact positif que le sport peut avoir dans la société. Un grand bravo et merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Un grand merci à tous pour ces échanges passionnants qui ont souligné l'importance du lien entre sport et inclusion. Nous arrivons à la fin de cette première mi-temps consacrée au thème inclusion par le sport, impact social, formation, comment agir. Nous vous proposons maintenant de découvrir le portrait d'un invité d'exception, Nelson Montfort. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de mettre en lumière un grand nom du journalisme sportif, Nelson Montfort. D'abord journaliste, puis animateur et commentateur. Il s'est imposé comme une référence, notamment dans ses interviews, dans des disciplines telles que l'athlétisme, la natation. Présent sur France Télévisions depuis les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, il est également connu pour ses commentaires sur le patinage artistique et le Tour de France Femmes. Après plus de 35 ans à Roland-Garros, il a continué d'apporter son expertise pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Nelson, nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour. Bonjour Pauline, bonjour Laurent, très heureux d'être parmi vous. Alors avant de commencer,
Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous vous présenter, nous dire quelques mots sur votre parcours dans le monde du journalisme sportif ? Ouais, bien, vous avez dit essentiellement les grandes lignes. C'est vrai que mes débuts commencent aux Jeux Olympiques de Barcelone 92, genre tout de suite dans le grand bain avec des athlètes comme Carl Lewis, l'immense sprinter américain. J'avais presque l'impression de rêver. Et puis après, bien les choses se sont enchaînées. Vous l'avez dit, le commentaire du patinage artistique avec l'ami Philippe Candeloro, Qu'on salue. et puis qu'on salue absolument. Et tout le reste s'est enchaîné. Le tennis, les sports, je dirais, de neige et glace, puis les interviews des sportifs du monde entier, oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré à l'origine vers le métier de journaliste sportif, puis plus tard vers celui d'animateur et commentateur, et comment votre passion pour le sport a-t-elle évolué au fil des années ? Alors vous venez d'employer le mot, justement, qu'est-ce qui m'a attiré ? C'est certainement celui de passion, d'enthousiasme, de désir des rencontres aussi. J'ai toujours été un amoureux des rencontres. Je suis toujours allé vers les gens qui, la plupart du temps, me le rendent très bien. Et donc, voilà, c'est un peu de cette manière-là que s'est fait mon chemin, oui. Nelson, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait vos débuts à France Télévisions dès les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Comment cette aventure a-t-elle débuté et quel a été le moment clé qui vous a poussé à vous lancer dans cette carrière ? Je ne sais pas s'il y a un moment clé. C'est vrai que c'est un désir qui est venu progressivement. Après, effectivement, j'ai vu que nos chaînes, parce que j'ai France 2, France 3, diffusaient. Donc, c'est le Graal du sport qui était les Jeux Olympiques. À partir du moment où j'étais celui qui parlait peut-être le mieux anglais de la rédaction, voilà, on m'a lancé, c'est le mot, on m'a lancé sans filet, je dirais, sur les grandes finales d'athlétisme, de natation. Je vous ai parlé de Carl Lewis, après il y a eu Usain Bolt, en tennis il y a eu Rafael Nadal, et tant d'autres, que c'est vrai que j'ai un palmarès, j'ai 16 Jeux Olympiques, 8 d'été, 8 d'hiver. Énorme. Oui, je pense pas qu'on soit si nombreux dans ce cas-là. Donc moi, chaque jour, je remercie le ciel. Vraiment, c'est le mot. J'ai forcé quelques portes au départ. Vous savez, les portes ne s'ouvraient pas comme ça. Je connaissais très peu de mots. Je connaissais personne non seulement dans les médias, a fortiori dans l'audiovisuel. Et en plus, à l'époque, il y avait TF1, France, Antenne 2, on disait encore FR3. Ça me paraissait des forteresses imprenables. Et puis finalement, quelques portes se sont ouvertes pour mon plus grand bonheur. Justement, vous venez de le dire, vous avez couvert de nombreux Jeux Olympiques, que ce soit hiver ou été. Vous êtes reconnu pour votre longévité et votre fidélité aux grandes compétitions sportives. Quel changement avez-vous observé dans le journalisme sportif au fil des années, tant dans la manière de couvrir les événements que dans l'évolution de l'engagement des téléspectateurs? Alors, si changement il y a, et il y en a eu, ce n'est pas pour le meilleur, ça c'est certain. Moi, si vous voulez, mon delta à Roland-Garros va, on va dire, de John McEnroe à Rafael Nadal. Bon, excusez du peu, d'ailleurs, c'est quand même 2 champions. Bon, et avec John, je peux bien l'appeler comme ça, parce qu'il me cite plusieurs fois dans son livre, j'avais dit, qu'est-ce que tu fais ce soir? Est-ce que tu veux venir à mon concert C'était vraiment le cas, il est guitariste, chanteur, moi je le suis un petit peu aussi. C'était comme ça que ça se passait dans les allées, etc. Aujourd'hui, vous pouvez pas approcher ne serait-ce que le coach d'un joueur, là, a fortiori le joueur. Et donc, il y a un éloignement qui s'est produit vis-à-vis des médias. Et qui dit éloignement vis-à-vis des médias, dit éloignement vis-à-vis du public. Parce que les médias sont les intermédiaires entre les sportifs et le public. Et ça, c'est quelque chose que je regrette infiniment. Et ça, c'est un pli qui est pris qui, malheureusement, ne connaîtra pas de retour en arrière. Et depuis vos débuts, vous avez interviewé de nombreux sportifs. Selon vous, quelles sont les qualités qui font un bon intervieweur et comment réussissez-vous à instaurer une relation de confiance avec les athlètes, particulièrement dans les moments émotionnellement chargés? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Vous savez, une manière d'accueillir la personne, une manière de lui faire sentir qu'il ou elle est la bienvenue. Ça, je crois profondément ça. Et je vais même vous dire plus. Il m'était arrivé plusieurs fois de renoncer à faire une interview parce que je savais que ça avait des chances de mal se passer. Je veux dire, une victoire, tout le monde se réjouit d'une victoire, tout le monde s'embrasse, tout le monde s'enlace, c'est merveilleux. Une défaite ou une contre-performance, c'est beaucoup plus difficile. Le fil est très ténu. Et là, il s'agit de faire preuve de compassion, il s'agit de faire preuve de consolation. Seulement, il faut que ça passe bien. Si ça passe pas bien, vous êtes là accusé d'exploiter la tristesse d'un sportif. Ça, il y a rien de pire. Il y a rien de pire. Donc, à partir de là, voilà, je crois qu'avec l'expérience, puis après tout, mon Dieu, nous avons du cœur. Enfin, j'espère, en tout cas. Voilà, moi, qui suis-je pour tomber sur un athlète qui est déjà est
très très fortement atteint dans son moral et autres. Donc voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, les meilleurs interviews, les meilleurs souvenirs, si vous voulez, que j'ai d'interviews sont plutôt en cas de défaite qu'en cas de victoire, précisément à cause de ça. Parce que j'ai réussi à consoler certains sportifs. Et vous avez commenté des événements iconiques comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Turin et ceux de Pékin. Comment préparez-vous ce type d'événement si différent des compétitions sportives classiques ? Ça passe par une préparation, effectivement, là je dirais presque socio-culturelle. À partir du moment où on a fait appel à moi, c'est parce qu'on estimait que j'avais la compétence pour le faire. Donc oui, il n'y a pas de préparation particulière, si ce n'est de s'intéresser à l'histoire du pays, de s'intéresser à ses grands personnages, c'est tout ça. Mais ça, de toute manière, je m'y intéressais, même si je n'étais pas amené à commenter la cérémonie. Et cet été, vous étiez au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Quel rôle avez-vous joué dans cette édition et qu'attendiez-vous de ces Jeux à domicile, tant sur le plan sportif que personnel ? Alors, je pense que le fait que ce furent donc des Jeux à domicile, pour les athlètes déjà, il y avait une pression particulière. Pour les athlètes français, il y avait une attente particulière. Je pense que pour les médias, pour les journalistes, c'est exactement la même chose. Moi, je savais que, du moins dans ces circonstances-là, ce serait mes derniers. Et d'ailleurs, je trouve que de tirer une forme de révérence. Bon, là, je viens de signer dans l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche. Donc voilà, j'ai pas le sentiment d'avoir quitté les lieux, si vous voulez. Mais enfin, c'est évident que d'être au bord du terrain, Et je me disais que, au fond, après les Jeux de Paris, c'était la plus belle manière de tirer sa révérence, vraiment. Et j'en suis très heureux, très très heureux et très serein. Et comme d'ailleurs beaucoup d'athlètes, pour répondre directement à votre question, beaucoup d'athlètes ont déjà tiré leur révérence après les JO de Paris, même en cas de contre-performance. Parce que c'est vrai on a l'impression de mettre tout ça sur un piédestal, etc. Il y a eu des très belles performances, mais il y a eu également quelques déceptions, voire même quelques grosses déceptions. Donc, le total de médailles est inférieur à celui qui avait été annoncé. Donc voilà. Mais malgré ça, ils mettent un terme. Vous savez, ne pas faire le combat de trop. Partir quand il fait beau. Partir quand il fait beau. J'aime beaucoup cette expression. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en plus, c'est une sorte de faux départ, d'une certaine manière. Mais voilà. Je me sens beaucoup mieux. Et pour conclure cet échange, vous avez aussi annoncé vos adieux à Roland-Garros en 2024 après plus de 35 ans de présence. Quels sont les éléments qui vous ont le plus marqué dans cette expérience et comment voyez-vous l'évolution du tennis au fil des décennies ? Les éléments, c'est forcément les 14 victoires de Rafael Nadal. Je sais bien que les records sont faits pour être battus, mais celui-là, je ne vois pas très bien comment ni qui pourra le battre. Donc, pour moi, d'avoir accompagné ce champion exceptionnel, d'avoir été le premier, parce que le protocole fait que la première personne à qui il parle, c'est l'intervieweur du diffuseur officiel, c'est donc moi. Ce sont des souvenirs que je garderai toute ma vie. Donc oui, alors l'évolution de Roland Garros, là aussi, je vous réponds très sincèrement, là aussi ne me plaît pas, notamment pour les journalistes. Autrefois, c'était les journalistes qui faisaient les interviews, etc. en bord de terrain. Aujourd'hui, de plus en plus, ce sont les anciens champions qui ne sont pas possesseurs de carte de presse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les journalistes ne sont pas assez bons pour le faire. Voilà, tout ceci ne me plaît pas. D'ailleurs, moi, je suis à la tête. En tout cas, j'ai un combat qui ne me concerne plus du tout moi, mais qui concerne les journalistes, les jeunes journalistes aujourd'hui, qui se trouvent très souvent empêchés par la cohorte de consultants qui arrivent d'anciens sportifs, etc. Et ça, c'est quelque chose que je conteste infiniment, mais encore une fois, je suis d'autant plus libre de le faire que ça concerne les jeunes générations qui arrivent. Je me dis, mais vont-elles pouvoir trouver du travail, tout simplement ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Nelson, si tu avais un beau souvenir sur cette excellente carrière, quelque chose qui t'a frappé, ou un sport, ou un truc qui t'a vraiment marqué au cours de ta carrière, ça serait lequel ? Nous sommes aux Jeux Olympiques de Londres 2012 pour les épreuves de natation. La natation n'a pas commencé avec Léon Marchand, même si nous sommes ici à Toulouse, qui est son club de naissance. Il y a eu beaucoup de très beaux événements et beaucoup de grands exploits de natation française avant Léon Marchand. Et il en est peut-être le continuateur d'une certaine manière. Et le relais 4 x 100 mètres nage libre qu'on considère généralement comme le Graal en matière de natation. Parce que une victoire individuelle, c'est une chose. Une victoire collective, a fortiori dans cette course-là, 4 x 100 mètres, c'en est une autre. Et là, cette équipe de France qui en demi-finale se qualifie avec le 5e ou 6e temps pour la finale, donc n'a pratiquement aucune chance de médaille d'or, jamais de la vie. Même sur le podium, ça va être très très difficile d'aller grappiller une place sur le podium. Cette équipe de France remporte la course.
4 fois 100 mètres, Amaury Levaux, Fabien Gillot, Clément Lefer, Yannick Agnel. Voilà, donc j'ai pas de texte sous les yeux. Voilà. Extraordinaire. Et donc, il gagne la course devant les États-Unis de Michael Phelps. Il y avait Canada, Russie, Chine, Japon, Australie. C'était injouable. Voilà. Et je me souviendrai toujours toute ma vie. Donc ils arrivent, je vois 4 garçons. Je crois que jamais j'ai vu des garçons aussi heureux, quoi. Moi, ils sont tout mouillés, naturellement, ils sortent de l'eau. Moi, j'avais un costume clair. Ils me prennent dans les bras, donc forcément le costume, il a tout mouillé et tout ceci. Et là, on fait une interview qui dure un quart d'heure, 20 minutes, ce qui est normalement au jeu, on fait 3 minutes. J'ai dit, tout le monde, où sont les Français? Ils doivent arriver sur le podium. Ils sont encore en interview. J'ai fait, faut conclure, etc. Et en concluant, Yannick, qui avait fait un dernier relais extraordinaire, me souffle à l'oreille, tu es notre 5e relayeur. Là, j'ai trouvé ce métier vaut la peine d'être vécu. Merci beaucoup Nelson pour ce partage d'expérience qui nous touche, qui touche les jeunes journalistes aussi, et nous avoir offert cet aperçu précieux de ton parcours exceptionnel. Ta passion, ton engagement dans le sport et les événements majeurs sont une véritable source d'inspiration. Un grand merci de nous avoir accordé dans Et si on parlait de sport quelques instants. Merci Laurent, merci Pauline. Ça a été très sympa de parler avec vous. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités pour aborder le dernier débat de la journée sur le thème sportif, économique, territorial. Quel bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Et si on parlait de sport ? Deuxième mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on dialoguait sport, nous avons le plaisir d'accueillir Hilary Pacha, Antoine Lebellec, Richard Maillet, Philippe Terral, Jonathan Hiverna, David Bossian et Sébastien Nadeau. Ils sont avec nous pour échanger sur le débat consacré au thème sportif, économique, territorial. Quel bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Les invités vont partager leur expertise et leurs réflexions sur les retombées de ces Jeux, à la fois sur le plan sportif, économique et territorial. Et pour débuter cette deuxième mi-temps, on a le plaisir d'accueillir Hilary Pacha, qui est athlète de haut niveau en saut en longueur et la marraine de l'événement Dialogue Sport. Bonjour Hilary, bien rentrée de ces Jeux ? Bien rentré, oui. Alors, on s'est régalé en tout cas à regarder tous ces exploits. Engagée donc à la fois sur les pistes en tant que militaire de l'armée de terre, elle s'illustre par un parcours impressionnant avec des succès récents comme la 4e place à la Diamond League et une qualification pour la finale olympique de Paris 2024. Forte de son expérience olympique, elle regarde désormais vers Los Angeles 2028. Hilary, merci encore d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous parler de ton parcours en tant qu'athlète et militaire, comment ces deux aspects arrivent à s'entrelacer entre le sport et l'armée? Alors du coup, bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. Donc voilà, je m'appelle Hilary Pacha, j'ai 26 ans et je suis spécialiste du saut en longueur. J'ai commencé l'athlétisme grâce à l'UNSS en fait au collège, grâce à mon prof de PS qui m'a boosté pour que je me mette à l'athlétisme. Il est venu chez moi et il a dit à mes parents, il faut qu'elle fasse de l'athlétisme, votre fille. Et mes parents m'ont dit, on veut pas que tu regrettes, donc on te conseille d'essayer. Et si t'aimes bien, tu continues et sinon t'arrêtes. C'est comme ça que j'ai commencé l'athlétisme et en fait au fur et à mesure j'ai gagné des compétitions. Petit à petit j'ai réussi à avoir un niveau international avec des titres en jeunes, en moins de 23 ans. À la suite de ça en fait je me suis qualifiée pour une compétition militaire en Chine, à Wuhan. Et à cette compétition, en fait, j'ai gagné. C'était les Jeux mondiaux militaires. Donc, j'ai fait championne des Jeux mondiaux militaires. C'était en 2019. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, l'armée a contacté ma fédé pour que j'intègre en fait un dispositif qui s'appelle l'armée des champions. En gros, ce dispositif, il permet aux sportifs de haut niveau d'être professionnels. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir un statut, donc le statut de soldat. Actuellement, je suis sergente. Et grâce à ça, en fait, je peux déjà cotiser pour la retraite. Ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus stable et du coup, qui me permet en fait d'avoir une vie plus sympa. Au Centre national des sports de la défense, c'est ça? Exactement. À Fontainebleau. Ouais, exactement, voilà. à Fontainebleau. Je connais bien l'endroit. Voilà, tout à fait. Vous avez tu as récemment fait des performances extraordinaires, comme ta 4e place au Diamond League et cette finale olympique à Paris. Comment ces succès influencent ton approche de la compétition et de l'entraînement? Alors, moi, j'ai eu un moment un peu compliqué dans ma carrière où j'ai eu une grosse blessure au genou. À l'issue de ça, je me suis rendu compte que, en fait, comment j'organisais ma carrière, c'était pas assez professionnel. À l'issue de cette grosse blessure, j'ai revu mon équipe pour qu'elle soit le top du top. Et ensuite, ça m'a permis de
de m'exprimer en Diamond League et ensuite de pouvoir me qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. C'était vraiment un pari. Ça s'est joué à limite, on a vu que t'étais un peu blessé un peu avant, t'es arrivé au jeu un peu compliqué quoi. C'est ça, exactement, j'étais déjà un peu blessée et puis en réalité je me suis blessée en 2023. Donc en fait j'ai eu 2 ans pour essayer de revenir à mon niveau et me qualifier pour ces Jeux Olympiques. Parce que pour moi ce qui était le plus important une fois que je me suis blessée, c'était réellement les Jeux Olympiques de Los Angeles. Mais ça me semblait hyper important de passer par Paris parce que je pense que tout sportif français rêve des Jeux à la maison. Donc voilà. Tu as quand même fait une finale, faut le faire. Oui. Faut pas négliger tout ça non plus quoi. Je ne néglige pas du tout mes résultats. Néanmoins, je reste quand même une compétitrice. Alors justement, fort de cette expérience-là, quelle leçon tu peux tirer pour préparer tes Jeux 2028 ? Je pense que toutes ces expériences, en fait, ça m'a juste renforcé dans le fait que j'avais du potentiel, que je pouvais aller beaucoup plus loin. J'ai aussi eu pas mal de... Je dirais que ça m'a permis d'avoir plus de ressources aussi, de mieux me connaître. Et maintenant, je sais vraiment où je veux aller et je connais beaucoup mieux le milieu professionnel, donc let's go. Dernière petite chose, en tant que marraine de l'événement Dialogue Sport, merci pour l'événement. Quel message tu pourrais transmettre aux jeunes athlètes et à la communauté sportive à travers cette initiative ? Je pense que c'est super important de mettre en avant le sport territorial déjà de 1. L'UNSS, c'est hyper important. Moi, je viens de là. Si j'avais pas eu un prof de PS qui m'avait poussé, je n'aurais pas fait du sport de haut niveau. Donc pour moi, je suis là aussi pour témoigner de tout cet engagement qu'ont les profs de PS. Et après, pour les jeunes, je leur conseille de juste kiffer et ne pas se prendre la tête dans un premier temps. Et un petit clin d'œil pour les militaires qui t'accompagnent quand même, qui t'ont permis toujours, l'armée des champions, c'est important, toujours dans mon cœur. Voilà. Et il y a un autre truc aussi, c'est que en fait, moi, j'ai rencontré tellement d'athlètes, d'autres athlètes d'autres disciplines et d'autres sports qui m'ont beaucoup enrichi. On a beaucoup échangé, donc oui, l'armée, c'est quand même quelque chose de super important, on s'apporte énormément. Et là, je parie que tu connais la Marseillaise par cœur. Bien sûr. Après les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. On a bien entendu. Merci Hilary, en tout cas, pour ces quelques mots et ta présence ici en tant que marraine, ça nous touche tous. On est très heureux, on te souhaite plein de choses, plein de bonheur pour la suite, et puis de nous faire rêver à Los Angeles. Nous allons maintenant donner la parole à Antoine Lebellec, directeur adjoint du CREPS Montpellier-Font-Romeu et responsable du Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu, le CNEA. Fort d'une expérience de plus de 20 ans au sein du ministère chargé des Sports, il travaille au quotidien à la préparation des athlètes pour les grands événements internationaux, dont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci beaucoup Antoine d'être là. Donc pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours au sein du ministère chargé des Sports et de vos missions au sein du CREPS? Oula, alors là c'est un long parcours, mais en tout cas moi je viens du kayak à la base. Voilà, je suis canoë slalom, qui est un sport qui doit parler à pas mal de gens en ce moment grâce à Tony Estanguet. Et puis j'ai fait STAPS, j'ai passé un concours du ministère des Sports et puis j'ai évolué dans différents services dans la France jusqu'à arriver en 2019 au Centre national d'entraînement en altitude que vous avez présenté. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ça? Qu'est-ce qui vous passionne dans ça? En fait, moi je fais du kayak comme je vous le disais gamin et puis j'ai croisé un collègue qui venait régulièrement nous entraîner et quand cette personne m'a dit qu'effectivement il était cadre technique du ministère, j'ai découvert qu'il était possible d'allier passion et activité professionnelle. Donc je me suis orienté vers ces métiers-là du ministère des Sports. Donc voilà, c'est un bon moyen pour moi d'allier la passion et le boulot. Pouvez-vous du coup nous expliquer comment le CREPS Montpellier-Font-Romeu contribue à la préparation des athlètes pour les JO et les Paralympiques de Paris 2024? Alors, il y a plusieurs volets, c'est-à-dire que en fait, les CREPS, c'est déjà dans leur ADN, j'allais dire, et dans leur mission principale d'accueillir des sportifs de haut niveau à l'année, dans ce qu'on appelle le double cursus scolaire et préparation sportive. Voilà, on essaye d'aménager tout ça pour que le temps soit optimisé et puis pour que ces sportifs puissent à la fois se former sur le plan scolaire universitaire et s'entraîner. Et puis après, il y a la particularité du CNEA de Font-Romeu, qui a une grande histoire. Il a été construit pour préparer des Jeux. C'était les Jeux de 68 à l'époque pour Mexico. C'était une forte volonté du général de Gaulle de préparer les équipes de France. Fort succès en tout cas à l'époque en 68 avec la victoire de Colette Besson. Et donc l'histoire de ce centre, c'est la préparation des athlètes. Alors nous on aime préparer les équipes de France, mais on accueille aussi beaucoup de nations étrangères aux grandes échéances internationales, dont les Jeux Olympiques. Okay. En tant que responsable du coup de ce centre national d'entraînement en altitude, quelles spécificités
ou avantages cette installation offre-t-elle aux équipes de France lors de leur préparation ou aux autres équipes justement internationales? Alors là, il y a un indice du coup pour les auditeurs dans le nom du centre, voilà, c'est l'altitude, puisque déjà à l'époque en 67, on avait idée que pour performer en altitude, il fallait s'entraîner en altitude. Alors aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais en tout cas, le principe c'est que lorsqu'on va s'exposer ce qu'on appelle nous un stress environnemental, c'est-à-dire le fait d'être en altitude, on stresse l'organisme, et ben on va développer certaines capacités au niveau de l'adaptation sanguine, de l'adaptation musculaire, donc on va améliorer en gros ses performances, que la compétition se passe en altitude ou qu'elle se passe en plaine. Et donc le centre de Font-Romeu, de par son volume d'installation, on a énormément d'installations extérieures, installations couvertes, patinoires, piscines, salles de lutte, gymnases, etc., de l'hébergement, de la restauration. On offre toutes les conditions dans un environnement optimal pour se préparer en altitude. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché par les athlètes. Donc c'est l'avantage, j'allais dire, de notre centre, c'est son positionnement géographique. En quoi consistent les chambres en Iboki? Alors depuis 67, on est sur l'altitude naturelle. Ça a d'ailleurs été un long débat à l'époque de savoir où allait se positionner ce centre en France pour atterrir dans les Pyrénées-Orientales et dans notre belle région Occitanie ensoleillée. Mais depuis 2017 à peu près, on utilise de l'altitude artificielle. C'est-à-dire que c'est des chambres dans lesquelles on va pouvoir faire varier de façon artificielle, soit revenir au niveau de la mer, à 0, soit monter beaucoup plus haut que 1850 mètres, qui est l'altitude de Font-Romeu, on peut aller jusqu'à 7000 mètres. Et donc là, on va travailler d'autres protocoles de préparation. Et alors évidemment, tout ça, c'est suivi, c'est monitoré, c'est encadré du point de vue de la recherche, du point de vue médical. On a des spécialistes qui accompagnent les sportifs et les fédérations. Mais en tout cas, voilà, on va jouer sur de l'altitude artificielle. Et il y a un parcours type pour chaque athlète ou il y a vraiment des parcours spécifiques à chaque athlète? Alors on est vraiment sur de l'individualisation, effectivement avec les équipes de France, et c'est tout le travail qu'on a fait pour la préparation des Jeux de Paris avec plusieurs fédérations, et ça nécessite effectivement d'adapter le stress, le niveau de stress à chaque athlète en fonction de son objectif et de son sport. Dans le cadre de Dialogue Sport et des débats sur l'inclusion par le sport et l'impact social, comment le CREPS œuvre-t-il pour garantir que les pratiques sportives soient accessibles à un large public au-delà du haut niveau? Et ouais, c'est vrai, vous avez raison, on est très focus sur le haut niveau, et pour autant, dans l'émission du CREPS, on est sur la formation métier du sport, on accueille des jeunes. Donc là, on a voulu en tout cas innover un petit peu ces derniers temps en montant un projet dans le cadre d'un partenariat européen du programme Sudway. Donc c'est travailler entre la France, l'Espagne, le Portugal et l'Andorre sur de l'inclusion sociale par les sports de nature. Donc c'est utiliser aussi un petit peu nos compétences d'encadrement, utiliser notre expertise sur la formation et notre environnement, puisqu'on est en pleine nature, pour développer un programme, en tout cas, qui, je pense, va voir le jour. On n'est pas loin de réussir la phase finale de ce programme européen d'1,5 million d'euros, pour pouvoir, en tout cas, encadrer les jeunes d'une façon un peu différente, les remobiliser à travers les sports de nature pour les rendre plus confiants et qu'ils aient un meilleur transfert entre ce qu'ils ont vécu comme expérience sur le terrain et la vie professionnelle. Super, et bien écoutez, merci beaucoup Antoine pour cet éclairage sur le rôle essentiel du CREPS dans la préparation de nos athlètes. Et merci pour d'être venu. Merci à vous. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Richard Maillet, président du comité régional olympique et sportif d'Occitanie. Richard, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter, nous parler de votre parcours ainsi que de votre rôle en tant que président du CROSS Occitanie? Alors, bien sûr, je préside le CROSS Occitanie, après avoir présidé le CROSS Languedoc-Roussillon, après aussi avoir présidé des comités départementaux olympiques et sportifs. Et aujourd'hui, dans le cadre de la fusion, je préside le CROSS Occitanie. Je suis également vice-président des CFA des métiers du sport, et je viens de lancer avec les membres fondateurs le CMQ. Le CMQ, c'est le campus des métiers et des qualificatifs sur le développement du sport. C'est important puisque ça offre des emplois aux jeunes qui font de l'apprentissage. Et en tant que président du CROSS Occitanie, quel a été selon vous l'impact direct des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sur la région Occitanie, que ce soit au niveau sportif, économique ou territorial? Alors, sur l'impact des Jeux Olympiques, c'est sûr que c'était mal parti puisque, effectivement, les Français n'adhéraient pas forcément tous. Pour vous donner un chiffre, au mois de juillet, les Jeux Olympiques étaient aimés par 60% des Français, et fin août, il y avait 85% des Français qui aimaient les Jeux Olympiques. Et puis, il y avait ce bashing anti-jeux, il y avait des menaces de grève, des menaces de terroristes, et qu'effectivement, on était dans une espèce de sinistrose qui fait que les Jeux Olympiques étaient mal partis.
Même les bobos parisiens qui sont partis sont revenus. Parce que effectivement c'était un véritable succès, un engouement formidable. Les parcours des épreuves sportives dans Paris ont révélé véritablement ce qu'était Paris, la plus belle capitale du monde. Et également, au travers des parcours, on a pu voir l'organisation sur la sécurité, sur l'engouement des gens, et qu'effectivement c'était une réussite. Et j'en profite pour remercier Tony Estanguet et ses équipes qui ont œuvré pour que ces Jeux Olympiques soient une réussite, et ça l'a été. Quand on regarde pour finir, quand on regarde les personnalités médaillées préférées des Français, le premier c'est Léon Marchand. Le deuxième, c'est Teddy Riner. Le troisième, ce sont les frères Lebrun. Et le quatrième, notre Antoine Dupont. Voilà. Et j'ai une petite parenthèse à faire sur Antoine Dupont. Un jour, j'écoutais une émission de radio, le Moscato Show, et les intervenants disaient, mais pourquoi il a abandonné le 15 ? Pourquoi il a laissé ses joueurs abandonner le 15 ? Et effectivement, la meilleure réponse, puisque j'avais invité 25 personnes, j'étais à Paris, ça a été fabuleux. Une ambiance de folie, et puis il est meilleur joueur du monde du 7, et il le mérite. Et là, vous écoutez les gens, ils disent mais pourquoi il ne mérite pas, il a joué que... C'est ça. Et Antoine Dupont, avec son humilité, il a brillé, et je crois il le méritait. Et puis, effectivement, quand on regarde les résultats de l'Occitanie, on a été bien devant au travers des médailles, que ce soit les sports collectifs, que ce soit le tir à l'arc ou également la natation. Là, c'était fabuleux, voir ce qu'a fait Léon Marchand. Donc, on peut effectivement... alors, je me pose aussi des questions, puisque l'héritage, je me pose la question de savoir quel sera l'héritage. C'est un paradoxe. Au moment où, effectivement, les clubs sont envahis par les demandes de licence, on n'aura peut-être pas, puisque je rappelle que par rapport au financement, l'État va baisser ses financements. La région va certainement le baisser puisque ils ont pris la compétence sport, mais elle n'est pas obligatoire. Donc on sait que effectivement le mouvement sportif va souffrir. On parle d'héritage matériel ou immatériel, mais je suis pas certain que effectivement on soit exaucé dans nos vœux de financement. Et pour conclure cet échange, quels enseignements tirez-vous du bilan des Jeux de Paris 2024 et comment ces leçons peuvent-elles aider à préparer les prochaines grandes compétitions sportives, notamment les Jeux de Los Angeles en 2028 ? De toute façon, je pense que la France, elle a placé la barre très haut, et que les Jeux de Los Angeles, je pense qu'ils vont trouver quelque chose qui va être innovant. La tradition voulait que les Jeux Olympiques se fassent dans une unité de lieu, c'est-à-dire dans un stade, et effectivement, l'organisation, le COJOP, en a décidé autrement, et effectivement, ça s'est fait sur un parcours, alors que on nous avait dit c'est pas possible, la sécurité, on va pas pouvoir la suivre. Je me souviens que j'avais interpellé Alain Boer qui avait dit que les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture, c'était une folie criminelle. J'ai dit, professeur, vous avez dit que c'était une folie criminelle, une folie, je veux bien le concéder, mais criminelle, là je comprends pas. Il m'a pas répondu. Donc la réponse, elle est venue de cette organisation des Jeux qui a été fabuleuse. Même les Parisiens sont revenus pour voir ces Jeux. Merci beaucoup Richard pour ces éclairages précieux. Votre engagement et vos contributions au développement du sport en région Occitanie sont véritablement inspirants. Nous vous remercions pour votre participation et vos interventions lors de cette mi-temps. Merci et puis bon courage pour la suite. Au revoir. Et nous allons désormais donner la parole à Philippe Terral, qui est sociologue des sciences et des techniques des corps efficients et pathologiques et dirigeant du CRESCO. Il va nous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a plein de choses derrière votre titre là. Il va falloir nous expliquer un petit peu ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle qu'il y a au sein de ce CRESCO et de la commu ? Là, je suis un peu perdu. Oui, alors le CRESCO est un des laboratoires de sciences sociales du sport, puisqu'il y a de la recherche dans les universités et même dans des organismes, CNRS par exemple, sur le sport, qui sont des recherches dans toutes les disciplines, donc de la physiologie, la biomécanique, de l'histoire, la sociologie. Et le CRESCO est le laboratoire toulousain, rattaché à l'université Toulouse 3, Paul Sabatier, qui traite les questions de sciences sociales, sociologie, histoire, sciences politiques, anthropologie, etc. Je développe pas. Sur le sport, le corps et la santé, on s'ouvre quand même sur ces choses-là. Et je suis également vice
vice-président de la commu qu'on appelle Université de Toulouse, parce qu'il y a un projet sur Toulouse de faire un grand établissement universitaire qui réunit tous les établissements. Et dans ce cadre-là, tous les établissements et organismes actuels, et dans ce cadre-là, mon objectif est de travailler les liens entre la science et la société, c'est-à-dire des acteurs, que ce soit associations, entreprises, collectivités, etc. Voilà les deux fonctions. Un petit retour en arrière, Philippe. Qui est Philippe Terral? D'où il vient et pourquoi il en est arrivé là? Oui, alors Philippe Terral, justement, il n'est pas par hasard dans le sport, puisque c'est un ancien sportif, même donc dans les statuts, on appelle ça sportif de haut niveau. Donc moi, je suis nageur et puis j'ai fait du triathlon. Après, j'étais en équipe de France de triathlon. Puis j'ai un parcours également, donc j'ai fait des études STAPS, donc où j'ai obtenu CAPES et agrégation de PS. Donc je suis enseignant d'éducation physique et sportive. J'ai très peu enseigné parce que très tôt, je suis venu enseigner à la fac en STAPS et mon poste de professeur de sociologie aujourd'hui est en STAPS. Donc j'enseigne pour des étudiants qui se destinent à travailler dans le sport. Merci pour tout ça, c'est intéressant de savoir à qui on s'adresse pour nos auditeurs. En tant que sociologue et spécialiste des sciences humaines, quels enseignements tires-tu des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en termes d'impact territorial, économique et social? C'est un vrai sujet. Oui, alors disons que c'est toujours un petit peu la même question avec le sport et le sport de performance, c'est qu'on a tendance à le traiter sous l'angle essentiellement biologique. Donc on a une vision, il faut de la performance. Alors nous, on a essayé de travailler justement à faire entendre une voix des sciences humaines et sociales. C'est pour ça qu'on s'est fédéré un petit peu au niveau national, tous les chercheurs. Mais l'idée, c'est que quand on met des sciences sociales sur le sport, on va aborder d'autres sujets, pas forcément que la performance. On va aussi penser éducation, loisirs, santé, tourisme. Voilà, c'est un objet très très intersectoriel, nous on dit dans les politiques publiques. C'est-à-dire que le sport est dans plein de politiques publiques différentes, je vais nous en citer quelques-unes, jusqu'aux politiques touristiques par exemple. Donc il y a quand même un enjeu à se servir quelque part des Jeux Olympiques pour penser un héritage plus large et justement pour montrer la place du sport et puis je dirais plutôt de l'activité physique, c'est plus large que sport dans les politiques publiques. Activité physique, on retient bien. Vous co-animez le réseau Prospective Sport et Société. Comment percevez-vous le rôle du sport comme vecteur d'inclusion sociale et quels leviers concrets pourraient être mis en œuvre pour renforcer cet impact? Alors ce réseau est un réseau de chercheurs que le CNRS a décidé de mobiliser dans le cadre des Jeux Olympiques précisément pour amener de la connaissance en sciences humaines et sociales. Et alors nous, l'enjeu qu'on développe, c'est des questions par exemple d'égalité, d'inégalité, et puis c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pas uniquement sur la question du sport performance, c'est-à-dire considérer les activités physiques plus larges des individus et regarder qui les pratique, qui ne peut pas les pratiquer et accompagner ces dispositifs-là. Donc vous me parlez d'accompagnement, l'accompagnement ça serait vraiment donner toute sa place à l'activité physique dans une grande diversité de politiques publiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, éducation, santé, loisirs, tourisme, etc. Un peu plus concrètement, activité physique, c'est quoi, Philippe? Ça peut être, alors disons que le sport est une forme d'activité physique qui est compétitive, institutionnalisée, mais on a beaucoup de sports qui seraient des sports qui se font en dehors des fédérations, on appelle ça sport, mais en fait... Sport loisir en fait. Voilà, sport loisir, qui peut aussi se faire en institution. Donc vraiment, la question de l'activité physique, c'est le mouvement qui est plus ou moins compétitif, qui est plus ou moins institutionnalisé, mais dont on sait qu'il a des liens considérables quand même avec la santé. Maintenant, on est en train de faire émerger tout ça. Donc il y a un pont entre sport santé, puisqu'on en arrive là aujourd'hui. Bien sûr. On voit bien qu'en sport santé, on invente plein de petits sports en fait en parallèle. Oui, et puis surtout, c'est des sports après, des activités physiques adaptées. La personne âgée, on va peut-être travailler les préventions des chutes, et on va pas lui faire évidemment du paddle qui n'est pas adapté. Merci beaucoup Philippe pour cet éclairage. C'était un petit peu court, mais on sent qu'il y a plein de passion derrière et qu'on peut faire plein de choses. Captivant pour les multiples facettes du sport et les liens avec les sciences sociales, l'inclusion et l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques. Votre expertise, votre analyse offre des perspectives précieuses sur le rôle du sport comme vecteur de transformation sociale. Merci. Avec plaisir, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Jonathan Hiverna, capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. Jonathan, bienvenue et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité, c'est toujours un réel plaisir d'être là. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours tant en équipe nationale qu'en club, notamment avec le Stade Toulousain Rugby, handisport, et les Dragons catalans? Alors moi, c'est Jonathan Hiverna, j'ai 33 ans maintenant, je pratique le rugby fauteuil depuis 15 ans, donc je suis un vieux parmi les jeunes de cette équipe, autant au niveau de Toulouse, des Dragons et également des équipes nationales. L'aventure, elle a commencé donc, dans mon centre de rééducation où j'ai découvert cette discipline et également le rugby à 13 où j'ai découvert cette discipline au sein de mon club du Stade Toulousain Handisport. Pour être très bref, ce Stade Toulousain Handisport, il honore très fortement ses couleurs rouges et noires. On est 13 fois champion de France, 10 fois vainqueur de la Coupe de France, donc il y a un énorme groupe, une qualité de travail et vraiment un projet de développement pour que ces joueurs-là aussi
aussi accèdent au plus grand niveau, donc d'être sélectionné au stage et finalement aussi représenter le pays. Donc aujourd'hui, moi, ça fait 11 ans que je pratique le rugby fauteuil paralympique au plus haut niveau. D'être aussi ce capitaine aussi, c'est une responsabilité, une saveur très particulière, toujours une remise en question encore plus amplifiée que d'être un simple joueur. Et en plus de ça, je fais du rugby à 13 fauteuils parce que la particularité, c'est que je partage cette discipline avec mon frère qui est valide, du coup, qui est en bonne santé. Donc en fait, cette discipline, elle se caractérise en étant doublement mixte. Hommes, femmes et handivalides peuvent jouer. Donc sur un terrain de handball 5 contre 5 avec les passes en arrière, un ballon ovale aussi. Des plaquages qui sont simulés par des fanions. Donc vraiment, ça a tout son sens et finalement, c'est toute une famille de rugby que j'ai découvert parce qu'il faut savoir que j'étais une personne très introvertie et qui s'est totalement transformée, c'est le mot, en un homme qui est dévoué, entreprenant et qui a la rage de vaincre sur tous les terrains surtout. Alors vous avez participé aux Jeux paralympiques de Paris en tant que capitaine justement de l'équipe de France de rugby fauteuil. Quel bilan personnel tirez-vous de cette expérience ? J'en tire une expérience qui restera gravée à jamais en tant qu'homme, mais aussi en tant que joueur qui a été sélectionné pour ces Jeux. De faire les Jeux en France, je savais que ça allait être une saveur très particulière et que je m'étais imaginé plein de choses en vue parce que j'avais fait plusieurs Jeux aussi également dans ma discipline, mais ça a dépassé toutes mes espérances et toute mon imagination. Quand vous vous levez, vous voyez toutes ces personnes qui sont au service et qui parlent français, qui a un sourire, un échange, toujours le mot qu'il faut positivement pour vous pousser dans vos chaque au quotidien, qui vous rassure, qui sont là dès les moindres bobos, dans les moindres... il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et finalement, on était dans les meilleures conditions possibles pour réaliser ces performances-là. Nous, aujourd'hui, avec le rugby fauteuil, on y allait avec une très grande prétention. Avec les derniers résultats, en étant doublement champion d'Europe 2022-2023 et 4e lors de la dernière Coupe du Monde de rugby fauteuil. On avait, par ces faits-là, de grandes chances de pouvoir aussi accéder à une chose qu'on n'a jamais fait, accéder pour la première fois à un podium international, mais aussi peut-être le rêve ultime, aller chercher la plus belle des médailles. Et c'est vrai qu'il y a eu une part de déception dans ce tournoi avec cette équipe de France de rugby fauteuil pour 1 point. Et l'aventure se répète, comme aux Jeux de Tokyo. On ne passe pas pour ces demi-finales, mais pour autant, on finit dans une place qu'on n'a jamais atteinte. On finit 5e sur ce tournoi, donc on finit très très bien, très très fort. On n'a vraiment rien lâché. Et ça, je pense que c'est ça la force de cette équipe de France. Elle a évolué dans un stade et surtout au-delà du stade, du gymnase du Champ de Mars devant 8000 personnes, devant des téléspectateurs qui ont découvert cette discipline, des passionnés, des personnes qui ont découvert, ça a incité des vocations. Et je pense qu'on a rempli pleinement ces Jeux paralympiques par toute la joie, la dimension émotionnelle, mais aussi la dimension que, quelle que soit notre situation, on peut excéder par le sport, mais par nos passions. Et c'est ça le vrai mot de message, c'est cette science d'héritage qu'on a laissée. Vous avez aussi participé du coup à un débat justement pour Dialogue Sport sur ce bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quels sont selon vous les principaux impacts que ces Jeux ont eu, notamment sur le plan sportif, économique et territorial ? Sur le plan sportif, je pense que déjà on a vu des athlètes, quelle que soit finalement la dimension, que ce soit les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, performer. Et je pense que ça a envoyé un message fort d'excellence, de passion et finalement de toujours avoir cette notion de sens du travail au service finalement de la nation et de la représenter dans une des compétitions les plus prestigieuses. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'un moment qui se fait, c'est pendant ces Jeux. Il y a tout qui est concentré, il y a tout intensément et tout le monde attend vraiment cette compétition qui est vraiment à part. Quelle que soit la dimension, que ce soit du côté médiatique, sportif, même les téléspectateurs prennent vraiment goût. Et rien que pour ça, sur ce plan sportif, ça a été vraiment une réussite. Il y a un réel héritage parce qu'il y aura sûrement une continuité pour les 4 années suivantes et toutes les différentes échéances qu'aura aussi cette équipe de France de rugby fauteuil. Et sur le point de vue territorial, un souvenir qui retracera vraiment pour moi quelque chose d'unique et qui restera gravé. On a eu la chance de célébrer au Club France aussi notre 5e place. Et en fait, à Toulouse, on a eu aussi la chance de pouvoir faire la même chose sur la place du Capitole avec tous les Toulousains. Et ça a été une saveur encore plus particulière parce que c'est comme si on n'avait jamais quitté Paris,
mais on avait tous nos Toulousains qui étaient là, qui nous avaient suivis, qui nous idéalisaient, qui voulaient nous voir, qui voulaient fêter les médailles, les parcours, les résultats. Et ça, c'est vrai que ça a été encore un moment à part et qui restera resté à graver jamais. Et d'un point de vue économique, je pense qu'il y a eu une grosse répercussion. Il y aura un après-jeu dans le sens de la volonté aussi de prendre conscience de toutes les compensations que peut avoir autour du handicap. Nous, c'est les fauteuils, c'est les choses comme ça, les difficultés, les obstacles qu'il peut avoir dans la préparation. Et je pense que de pouvoir aussi faire le bilan de tout ça vont être un vecteur aussi de performance à l'avenir et au service des équipes de France, quels que soient des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Super, et écoute, merci beaucoup Jonathan pour ce partage riche d'expériences et je rajoute d'émotions sur les Jeux Paralympiques de Paris et le rugby fauteuil. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant David Bossian, président de la Ligue Occitanie-Pyrénées-Méditerranée Haltérophilie et Musculation. David, bienvenue parmi nous, bonjour. Bonjour à tous. Alors pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à prendre la présidence de la Ligue Occitanie-Pyrénées-Méditerranée Haltérophilie Musculation? Alors c'est tout simplement, j'avais la présidence de la Ligue Midi-Pyrénées. Il y a eu la fusion en 2017 suite à la loi Le Nôtre. Nous avons fusionné le Languedoc et Midi-Pyrénées et j'ai donc été élu en 2017 président de la Ligue Occitanie et je suis sur mon 3e mandat depuis mi-octobre où j'ai été réélu pour la 3e fois. Et alors en tant que président de la 2e Ligue de France en termes de représentativité, quelles sont selon vous les clés du succès de la Ligue Occitanie dans le développement des clubs et l'engagement des licenciés? La clé du succès, c'est qu'on a su se mettre déjà au niveau des clubs, avoir du personnel qui nous a permis d'être sur le terrain avec des agents de développement, ce que d'autres ligues n'ont pas, et qui nous a permis de nous développer puisque nous sommes passés de 17 clubs à un peu plus d'une trentaine. Et vous avez participé, vous allez participer à un débat sur le bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quels impacts économiques et territoriaux espérez-vous que ces Jeux auront sur la Ligue et sur le développement de l'haltérophilie et de la musculation en région? Alors, on va en termes d'acquis déjà, on a le club de Clermont-Lérault qui a su se doter d'un outil, parce qu'ils étaient terre d'accueil des Jeux Olympiques et ils ont reçu l'équipe d'Indonésie où l'Indonésien en 67 kilos a été champion olympique. Donc cet outil restera comme un héritage des Jeux Olympiques pour notre discipline. En termes de... On a également le pôle de Toulouse au Krebs, donc c'est également le pôle Espoir. Donc on espère le conserver et avoir les moyens pour pouvoir le conserver, puisqu'actuellement, au niveau des crédits, c'est en récession. Et alors la Ligue collabore avec des partenaires variés, y compris l'UNSS et le milieu carcéral. Comment ces initiatives contribuent-elles à l'inclusion sociale par le sport et quelles leçons tirez-vous de cette collaboration dans le contexte des Jeux de Paris 2024 ? C'est un peu plus vague là, de ce côté-là, parce qu'au niveau du carcéral, on répond à des appels projets de la direction interrégionale du milieu pénitentiaire, donc c'est du ponctuel. C'est pas du régulier parce que c'est eux aussi, c'est en fonction de leur crédit. Et là cette année, on est sur 2 formations donc d'éducateurs spécialisés milieu carcéral dans le sport, donc qui auront lieu courant janvier. Une formation de 2 jours sur du street workout, donc c'est de la musculation poids de corps, et sur Toulouse, à Balma, et une formation sur Montpellier, au Krebs de Montpellier, également pour les éducateurs de la région Languedoc. Merci beaucoup David pour votre contribution et votre perspective enrichissante sur le développement du sport en région. Merci à vous. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Sébastien Nadeau, qui est professeur d'éducation physique et sportive, docteur en sciences humaines et spécialiste de l'histoire du sport. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, tu vas nous raconter des histoires aujourd'hui. Est-ce que d'abord tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a amené à être spécialiste dans l'histoire du sport et de l'éducation physique? J'ai d'abord un passé de sportif, malheureusement jamais de haut niveau, j'aurais bien aimé, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai joué au basket, j'ai fait 25 licences dans le même club à Bourges, qui est connu pour sa section féminine. Moi j'étais dans la section masculine et j'ai toujours aimé le sport, j'en ai toujours fait du ski, je suis monté sur les planches à la Mongie, j'avais 3 ans, enfin bref, et de la planche à voile à l'E4, donc tout un plaisir autour de l'activité. Je suis devenu prof d'éducation physique et sportive, et puis j'ai passé l'agrégation d'éducation physique et sportive. On ne sait pas qu'il y a une agrégation, mais c'est pour avoir des éléments théoriques
théorique assez fort pour mieux comprendre comment finalement enseigner et aussi apprendre, qu'on essaye d'approfondir au niveau théorique. Et puis de là, je me suis retrouvé à enseigner à l'Université d'Orléans auprès des étudiants de licence, de master, en thèse, et j'enseignais l'histoire. Sauf que quand je suis arrivé sur ce poste, j'avais jamais vraiment fait d'histoire. Et donc j'ai fait une première année, on va dire que les étudiants ont essuyé les plâtres. Et puis ensuite, je me suis dit, il faut quand même que je me renseigne un peu plus sur ce qu'est l'histoire et ce qu'est l'histoire du sport. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une période qui n'était pas du tout explorée, c'est entre les Jeux Olympiques antiques et les Jeux modernes. C'est-à-dire quand même une quinzaine de siècles. Et donc, j'ai repris des études, j'ai passé une thèse, et dans ma thèse, j'explique en fait ce qu'est le sport pendant la période médiévale. Alors justement, autre casquette chez vous, en tant qu'ancien député aussi, et membre du groupe de travail sur la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2004, quel est votre bilan de cette expérience et l'impact des Jeux sur notre société, à la fois sur le plan sportif et territorial, puisqu'on a cette conférence aujourd'hui avec Dialogue Sport? Alors là, je vais essayer d'être bref, mais pourtant, vu le bilan extraordinaire, ça va être difficile. Il y a d'abord le premier bilan, moi, que j'ai vécu comme spectateur. Je suis allé voir du basket, je suis allé voir du foot, je suis allé voir pas mal d'activités. C'est un bilan personnel, mais en famille, tout à fait extraordinaire. Un enthousiasme que je ne saurais décrire, mais que je pense partagé par beaucoup d'entre nous et donc que beaucoup comprennent. Ça, c'est le premier bilan. Mais le bilan global, c'est d'abord la réussite d'une organisation. Il y a eu beaucoup de gens qui disaient oui, ça va pas bien se passer, etc., etc. Bon, ça s'est très bien passé, ça s'est merveilleusement bien passé. C'est un moment tout à fait extraordinaire. Et moi, je vois des choses assez importantes, il me semble. La première, c'est peut-être que le sport est devenu enfin dans la tête de tout le monde. Les gens le savaient déjà, mais quand je dis tout le monde, c'est un petit peu les élites, un petit peu méprisantes pour les activités du corps. Le sport est devenu notre premier pilier culturel, notre socle commun de société dans ce pays. Je crois qu'on en a pris conscience à ce moment-là, dans un moment où beaucoup de choses nous séparent. On est assez querelleurs en France, on est querelleurs surtout. Là, on s'est retrouvés. On a trouvé une société apaisée à un moment, c'est quand même autour du sport. Et le sport, c'est le pilier culturel du moment. Alors moi, j'ai fait de l'histoire, je suis allé au Moyen-Âge, mais je suis allé jusqu'à l'époque de l'épopée de Gilgamesh, 2500 ans en arrière. Et le sport a toujours été un élément fondamental de la culture, au même titre que la peinture et d'autres modes d'expression. Et bien, c'est ce qu'on a retrouvé. Et les deux autres aspects, très importants, le sport féminin qui arrive enfin c'est la première fois qu'aux Jeux Olympiques, le sport féminin a autant d'importance que le sport masculin. Donc ça nous dit quelque chose de nouveau sur notre société, sur la manière dont on appréhende le rapport entre hommes et femmes. Moi, je suis allé voir du basket féminin. J'ai trouvé ça fabuleux. 28 000 spectateurs, c'était un record en Europe. Et bon, l'équipe de France a perdu ce jour-là, mais bon, elle était quand même en finale. Et le deuxième aspect, c'est les Jeux paralympiques, qui sont une réussite non seulement sportive, mais émotionnelle. C'était absolument phénoménal de voir ces athlètes, ceux qui ont gagné des médailles, mais jusqu'à ce moment de ces 6 foot, moi j'étais comme un fou devant ma télévision. On était dans le match. Voilà, ouais, on était dedans, et ce que ça dit, c'est qu'on a réussi des jeux universels, c'est-à-dire pour tous. Je vais te couper, Sébastien, parce qu'on a plein de choses à se dire, mais en même temps, on va revenir sur le sujet, le cadre de ce débat sur le bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quels sont, selon toi, les impacts majeurs de cet événement, tant sur le plan sportif qu'économique et territorial, et comment cela peut-il servir de modèle pour les futurs Jeux? Alors, je terminais sur les Jeux paralympiques. Voilà. Pour moi, j'englobe les deux. C'est certainement le lieu décisif. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on avait toujours un regard particulier sur les personnes qui ne sont pas valides. Et là, on a vu des champions. Donc on a un nouveau regard qui s'est porté. Moi j'ai des enfants qui sont jeunes, voire très jeunes. Enfin moi j'ai ma petite qui a 6 ans. Quand elle voit maintenant des personnes handicapées depuis les Jeux Olympiques, elle n'a plus le même regard, elle me dit plus les mêmes choses.
et elles voient pas la même chose. Donc on a réussi quelque chose. C'est une transformation qui sera forcément sur le long terme, sur laquelle il faut travailler aussi. Hein. Cette question de l'héritage des jeux, c'est quelque chose d'important. Mais je crois vraiment, et là, les services publics, on les critique tellement souvent que pour une fois, il faut dire que c'est fantastique ce qu'ils ont fait pour les Jeux, mais pour les Jeux paralympiques, ces audiences qui ont été permises à travers la télévision publique, ça a changé quelque chose qui est assez fondamental. Donc pour moi, c'est le premier héritage qu'il va falloir traduire sur le terrain. Moi, j'ai été prof d'éducation physique et sportive, et ça m'est arrivé de laisser des jeunes en fauteuil pour aller à la piscine, pour aller sur le stade d'athlétisme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on travaille ce sujet, parce que c'est bien, particulièrement pour des enfants qui sont dans un fauteuil, que l'éducation physique et sportive existe. À vous écouter, on pourrait vous écouter pendant des heures. Ah oui. On va être obligé merci en tout cas Sébastien pour cet éclairage précieux. On sent qu'il y a encore plein de choses à raconter, à dire. On a tous été emballés par les Jeux Olympiques, c'est vrai. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous donner quelques mots. Et puis vous êtes le bienvenu à l'occasion dans l'émission Et si on parlait de sport quand vous voulez. C'est noté. À très bientôt. Et retour dans l'émission Et si on dialoguait sport, où on a la joie et l'exclusivité de recevoir une interview spéciale de Claire Goyon, qui nous fait le plaisir de venir. Claire a fait partie du comité d'organisation des JO. Donc tu organises ça depuis 4 à 5 ans, c'est ça que tu me dis. Donc tout d'abord, merci vraiment de venir à main levée. C'était pas non plus prévu pour toi. Donc voilà. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous expliquer ce qui t'a conduit à être membre du comité d'organisation et nous expliquer un petit peu ton parcours. Merci pour l'invitation, je suis ravie. Donc effectivement, j'ai 28 ans et je suis toulousaine de base, mais j'ai rejoint les Jeux il y a 4 ans et demi, en mars 2020. Et en fait, je savais que c'était ça que je voulais faire parce que j'étais issue d'une école de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé à la Fédération française de football dans le département innovation. Et 3 mois après la fin de mon contrat, donc la fin de mes études, j'ai un poste qui est sorti au sein du comité qui était dans le département innovation des Jeux. Et donc en fait, la logique était là et j'ai tout donné pour avoir ce poste qui n'était pas simple. Et je suis rentrée à ce moment-là, en 2020, dans ce comité. Et depuis, en fait, je n'y suis jamais ressortie parce que cette expérience était assez incroyable. Et ce que je faisais, alors en quelques mots, c'était 2 missions principales. La première mission, c'était d'acculturer les collaborateurs. Donc en fait, dans un département innovation, c'est la première fois qu'il existe ça dans un comité. Avant, chaque direction avait ses propres personnes qui essayaient d'innover un petit peu, de changer les codes, de casser ces codes-là. Et nous, ce département était dédié à l'innovation et on aidait chacune des directions dans le développement de projets innovants. Un peu comme une boîte de consulting, en fait, dans une entreprise. Et dans ce comité-là, on était clairement à l'écoute et on aidait les directions pour lancer des projets innovants. Et chaque direction, ça pouvait être la direction de l'infrastructure, la direction de l'engagement, la direction de technologie, et ils nous proposaient en nous disant écoutez, j'ai un besoin, je ne sais pas comment faire, aidez-nous, et on a envie de faire ça. Et nous, on les aidait dans les phases de l'idéation jusqu'à l'industrialisation. Et en fait, ça touchait à tout. Donc il fallait être hyper curieux, essayer de comprendre, analyser les startups à l'extérieur pour les amener. Donc c'était vraiment un travail passionnant parce qu'il fallait le faire de manière passionnée pour le faire à fond. Et cette partie acculturation était la partie 2020-2022 parce qu'au départ, vous avez 4 ans avant les Jeux, vous avez du temps, hein, vous vous dites bon, voilà. Et puis en fait, à partir de 2022, de mi-2022, début 2023, il fallait commencer à lancer des projets pour les tester et se dire est-ce que ça va marcher, pas marcher. Et à ce moment-là, on a passé la phase de test, de prototypage. Et donc là, on testait des choses. Donc pour un des projets, le marathon pour tous connecté, que vous avez sûrement entendu parler, ce marathon pour tous connecté, on l'a testé avec l'Orange Vélodrome 1 an et demi avant avec Orange. Et on s'est dit on va faire ça dans un stade du Vélodrome, on va courir un trail et on va voir si ça marche en manière connectée dans le monde entier. Et ça a marché. Donc on s'est lancé. Et donc plusieurs phases comme ça qui ont fait qu'en 2024 ensuite, on a lancé plus de 44 projets qui ont été lancés par les directions parce qu'on n'était pas les bébés de ces directions. En fait, c'était ces directions qui avaient leurs bébés. On leur redonnait après dès que c'était lancé. Et par contre, nous, en termes de direction, on avait quand même 4 grands projets qu'on a lidés, nous, jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que pendant les Jeux, on a eu 4 ou 5 gros projets qu'on a lidés pendant l'événement, notamment Marathon pour tous connectés, l'audio-description dans les stades, qui n'existait pas avant, et c'était hyper important pour les personnes, notamment malvoyantes en fait, mais aussi pour toute personne. Vous arrivez dans un stade, vous savez, vous accompagnez votre mari, vos enfants, eux ils adorent l'athlé, vous y connaissez rien, mais vous pouvez avoir l'audio aussi, et ça vous permet en fait d'expliquer et de comprendre ce qui se passe. Donc c'était un projet qui était un des phares qu'on adorait aussi.
Ensuite, la Vision Pad. Donc Vision Pad, c'était des tablettes qui étaient pour les personnes aussi malvoyantes et vous aviez le petit bouton en fait qui se déplaçait et c'était comme un petit bouton que le ballon qui était sur le terrain qui se déplaçait. Okay. Donc au toucher, vous viviez l'expérience. Ensuite, on avait aussi Coach Sport, une application qui expliquait toutes les règles parce que clairement, quand vous arrivez dans un stade et vous connaissez pas les règles, au moins dans les jeux, nombre de sports que vous regardez une fois tous les 4 ans et que vous savez pas de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est mais vous aimez. Et ensuite, on avait l'Observatoire des innovations et ça c'est un projet qui était à long terme, depuis 4 ans et demi que j'y ai bossé dessus, et qui permettait de recenser toutes les innovations première fois des jeux. Qu'est-ce qu'on a fait pour la première fois? Et en fait, en faisant ces premières fois, on s'est rendu compte qu'il y avait 57 innovations parmi tout le comité, et sur 180 pages, et ce document est libre à tout le monde, donc si vous voulez le regarder, on peut vous partager le lien, c'est un magnifique document qui sera de l'héritage pour les prochains jeux, parce qu'on a fait la première chose, mais il faut qu'ils fassent les choses après, parce que c'est de l'héritage, on veut transmettre tout ce qu'on a pu apprendre là-dedans. Super, merci beaucoup Claire. Tu as aussi participé à la préparation des Jeux à côté. Tu es aussi vice-présidente d'une association. Comment l'association Burkina Demain utilise-t-elle le rugby pour promouvoir la paix et l'émancipation des jeunes burkinabés face aux défis d'insécurité et de pauvreté? Alors, ça c'est un projet en parallèle que on a mené en 2020-2021, entre 21 et 22. Alors c'est venu du fait que de base j'étais athlète de très bon niveau en ski alpin. Aucun rapport. Et j'avais mon préparateur physique qui était Zeba Traoré, qui est le préparateur physique du Stade Toulousain. Et en fait, il était burkinabé. Et à ce moment-là, il m'a lancé sur ce sujet pour aider le Burkina Faso parce qu'on venait, l'équipe nationale féminine, enfin masculine, donc féminine, il fallait les aider, du Burkina Faso de rugby venait de rentrer dans le World Rugby. Donc ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de moyens, il fallait les aider de manière bénévole. Moi j'ai dit absolument, je me lance là-dedans et je vais les aider, chercher des sponsors, etc. Et avec un autre collègue à moi, Antoine Yaméogo, qui était lui parti de l'équipe et qui était aussi parisien-toulousain. Donc on s'est dit hop, restons là en farce. On s'est dit on va lancer l'association Burkina Demain et avec Aristide Barrault, enfin beaucoup de personnes très influentes et très intéressantes et talentueuses, on s'est rassemblés et on s'est dit on va lancer cette association pour aider le Burkina Faso et notamment la Fédération nationale de rugby. Et en fait on s'est dit le rugby c'est génial mais ça va aider à la fois si on promeut l'équipe nationale, ça permet en fait en tant qu'enfant quand vous êtes au Burkina de vous dire mais en fait j'ai des idoles, j'ai ces personnes-là qui ont vagabondé dans le monde, qui ont réussi et en fait si on met le rugby, si on fait gagner l'équipe nationale, les petits enfants vont se dire ok j'ai un avenir, je vais pas rester à côté et je vais me bouger. Et en fait en se bougeant ils ont commencé à faire du rugby au sein du Burkina. On a trouvé des sponsors, on a trouvé de l'argent, on les a fait venir à Marseille et on a fait un énorme camp d'entraînement avec plusieurs entraîneurs, des préparateurs physiques comme Nicolas Espanol, etc. On a vraiment aidé pour que ça puisse leur permettre pendant un mois. Ils sont venus à Blagnac, on les a fait venir au Sporting Village, enfin vraiment pour qu'à ce moment-là, ils se disent on va être prêts pour le World Rugby. Et ensuite, ils ont permis en fait de gagner beaucoup, surtout en Rugby 7. Ils sont revenus au Burkina et là, on a vu un impact énorme sur les jeunes qui se sont dit mais ils sont incroyables notre équipe nationale et on a vu que le rugby avait aidé à revenir et donc c'est là où le sport change les vies et on se dit que grâce au sport, l'éducation va en suivre et l'émancipation autant des hommes aussi que des femmes. Super. Et donc du coup par rapport à ta participation à Dialogue Sport et sur la conférence notamment sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sur le bilan sportif, économique et territorial. Quel serait toi, du coup, comment tu as vécu cette conférence et quel serait toi ton bilan personnel par rapport à cette expérience? Alors j'ai trouvé que, déjà pour être honnête, ça faisait 7 ans que j'habitais à Paris, donc là je suis revenue à Toulouse et en fait je reviens dans ma ville natale et en fait je resterai, ça sera Toulouse toujours ma cœur. Donc si je peux tout faire pour Toulouse et aussi l'émanciper par rapport au sport et faire toujours mieux, je le ferai. Et c'est là où on m'a contacté pour venir à Dialogue Sport. Aujourd'hui j'ai fini les Jeux, donc on a du temps libre, on peut se prendre du temps pour transmettre ce qu'on a appris. Donc j'ai dit oui direct, j'ai dit venons. Et à ce moment-là, quand j'ai fait cette conférence-là et que je l'ai préparée, je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir. Et en fait j'ai essayé de voir les mots-clés, les projets clés et la transmission d'héritage aussi parce que j'ai partagé des projets qui étaient en fait hyper intéressants mais qui peuvent réutiliser aussi, qui peuvent se dire mais moi les jeux l'ont fait, moi aussi je peux le faire en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, en tant que club. Et donc tous ces projets-là, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, les 4 ou grands 5 projets et comment nous aussi on a géré en tant que département innovation parce que demain les entreprises ou les collectivités elles peuvent créer un département innovation et ce serait utile en fait. Et donc on a à la fois les succès et les apprentissages qu'on a pu transmettre et j'ai adoré faire ça à Dialogue Sport pour toute la cible qui aurait pu écouter ce qu'on a pu dire pendant cette conférence. Waouh, j'ai envie de te dire merci Claire Goyon, c'était pas du tout prévu et c'est vraiment une superbe interview en exclusivité comme quoi des fois c'est magique. C'est génial. Voilà. Merci en tout cas pour ton intervention, merci pour ce parcours inspirant et tu es la bienvenue quand tu veux dans ici on parlait de sport.
Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Merci. Nous allons maintenant poursuivre cet échange lors de la prolongation en accueillant nos deux co-organisateurs Bruno Hamé et André Lafenêtre qui vont clôturer cette émission et cette deuxième édition de Dialogue Sport en revenant sur les moments forts de cet événement. Et si on parlait de sport, la prolongation. De retour dans l'émission Et si on dialoguait sport pour clôturer cette deuxième édition de Dialogue Sport, nous nous retrouvons avec Bruno Hamé et André Lafenêtre, les co-organisateurs de cet événement. Ensemble, ils vont revenir sur les moments marquants de cette journée, les enseignements tirés des conférences. Ils nous parleront de la suite à donner à cette initiative. Pour commencer, quels sont, selon vous, les points forts de cette deuxième édition de Dialogue Sport ? Quels débats ont, selon vous, particulièrement marqué les participants ? Les points forts, à mon avis, ils tiennent aux intervenants. Donc c'est leur qualité, leur engagement voilà, qu'on est allé chercher et effectivement ils nous ont totalement satisfaits. Je pense que c'est vraiment l'esprit qui domine maintenant. C'est les émotions que l'on a pu avoir tout au long de la journée. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, en fait, à chaque conférence qu'on a vue, on disait elle est formidable, mais l'autre elle est encore plus formidable. Voilà, et ça tient uniquement aux acteurs. Qui ont été géniaux. On a vécu des moments sur la thématique de l'inclusion qui ont été fabuleux avec Ladislas Lapelleterie qui a présenté à sa façon ses actions au sein du sport adapté. Voilà, et puis on avait ajouté une touche qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est notre partenaire, les baroudeurs du sport, enfin l'association pour laquelle on s'est engagé aujourd'hui, qui était les baroudeurs de l'espoir, et avec deux passages qui ont ému tout le monde quand on connaît la situation là-bas actuellement, quoi. On a pu d'ailleurs les interviewer, ils sont avec nous dans l'émission. Et comment évaluez-vous l'engagement des acteurs du sport et des différents secteurs autour de ces thématiques ? Pensez-vous que des changements concrets vont en découler ? Des changements, il y en aura, puisque ça fait partie des axes d'amélioration que l'on pourrait apporter. On a, et je rends vraiment hommage à Bruno, mon collègue à côté, qui a fait un travail en communication formidable, qui a changé l'image de Dialogue Sport avec ses créations. On se souviendra des petits lapins qui courent. Ouais, les lapins, les quenottes, la souris, les pandas les aussi. Canards. Enfin bon, là, on a tout eu. C'était vraiment, à chaque fois j'adorais ce qui sortait. Donc pour ça c'est important. Après il faut qu'on apprenne, et on apprend à aller chercher le public que l'on souhaite pour Dialogue. Alors c'est sans commune mesure avec le premier. On a passé forcément un cap, mais on n'est pas à nos objectifs encore. Donc on va encore travailler, quoi. Ben c'est très bien. Qu'est-ce que vous envisagez comme nouvelle piste, peut-être ? Là je m'adresse à Bruno. 2025, on a vu un peu d'en savoir. C'est un peu notre rôle journaliste d'essayer de savoir c'est quoi les pistes à venir. Vous voulez un cadeau de Noël avant Noël ? Bah oui. Ça sera déjà question à 100 balles. Est-ce que ça restera à Toulouse ? Normalement, oui. C'est pour rassurer nos Toulousains, Dialogue Sport. Oui. Normalement, on va rester à Toulouse, je pense. Après, rien n'est figé. Mais on va améliorer. Il y a des points à améliorer, bien sûr. Comme je pense, on va surtout essayer de maintenir cette qualité d'intervenants. C'est la qualité des débats, c'est très important. C'est notre socle. Après, sur ce socle, on va greffer des petites innovations. Voilà, il faut que ce soit aussi peut-être un peu plus ludique. C'est très studieux. Voilà, on va peut-être apporter... Faire jouer les gens un peu, c'est ça ? On va essayer de les faire jouer. Mais on pourrait apporter des activités sportives. Voilà, c'est une piste. Il faut qu'on y réfléchisse. Mais avant tout, deux axes très importants. C'est continuer de monter en gamme sur la qualité des intervenants, apporter des réponses à des questions qui se posent dans le milieu du sport avec les thématiques abordées. Et penser à réinviter, et si on parlait de sport, parce que ils amènent un plus complètement à cette journée. Et puis surtout, ce sont les grands témoins finalement qui resteront de Dialogue Sport. Un grand merci à tous les deux. Félicitations pour cet événement qui est plus qu'une réussite.
Félicitations pour votre émission. Merci à vous. Merci. Alors que nous arrivons à la fin de cette deuxième édition de Dialogue Sport, nous pouvons déjà saluer la richesse des échanges et des réflexions qui ont jalonné ces deux émissions. Les conférences et débats ont mis en lumière des enjeux essentiels, l'inclusion par le sport, l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les nombreuses initiatives qui façonnent l'avenir du sport en France. Les interventions des experts, des athlètes et des acteurs du terrain ont apporté des perspectives variées et inspirantes, ouvrant la voie à une plus grande accessibilité et à un sport véritablement porteur de valeurs sociales et humaines. Et ce fut un privilège de vous accueillir dans cette aventure. Toute l'équipe de Dialogue Sport, un grand merci. On a apprécié de travailler avec vous. On espère que cette édition aura été un tremplin pour de futures initiatives et collaborations autour du sport, de la santé, de l'inclusion. Rendez-vous la prochaine édition de Dialogue Sport avec de nouveaux défis et toujours plus d'engagement pour un sport accessible et solidaire. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match de cette deuxième émission Et si on dialoguait sport. Merci à André Lafenêtre, Bruno Hamé, Charles Nieto, Laurent Porte, Diane Antacli, Hilary Pacha, Antoine Lebellec, Richard Maillet, Philippe Terral, Nelson Montfort, Jonathan Hiverna, David Bossian et Sébastien Nadeau pour votre participation dans l'émission Et si on dialoguait sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Et un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect, LG Consultant, l'agence de communication Bel Ombra et le magazine Sport Région Occitanie pour leur contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Nous remercions également les partenaires de cette journée, Rempart Mutuel, Opsoon Médical et l'ONG Les Baroudeurs de l'Espoir pour leur engagement et leur soutien précieux. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique, Samper Connect, l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Codut, journaliste et co-animatrice de l'émission pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent et un grand merci aussi à Audrey pour son précieux retour et son aide dans l'animation de cette deuxième émission spéciale Dialogue Sport. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.